Épisode 195, premier épisode de l'année 2019. Soyez les bienvenus. Un épisode qui va se passer avec mes deux petits camarades. Vous me direz, mais lesquels donc? Ceux-ci. Sébastien d'un côté et puis Bruno de l'autre. Il y en a un qui s'est plus reposé que l'autre. Depuis le réveillon, me semble-t-il. Non, il a l'air fatigué aussi. Oui, c'est vrai. Il y a un petit ça va. C'est l'âge aussi, hein, une année de plus. C'est pas faux. Mais c'est vrai que, bon voilà, j'espère que les fêtes se sont bien passées chez vous, que le réveillon s'est bien déroulé. On est reparti pour une nouvelle année, une fin de saison, 5e saison toujours, jusqu'au mois de juin, avec nos camarades chroniqueurs. On a reçu du courrier pendant les fêtes, évidemment, beaucoup de likes, etc., sur les réseaux sociaux, sur Twitter, les vœux de bonne année traditionnels, etc. Par rapport à notre vidéo précédente, l'épisode 194, également quelques commentaires. Je pense qu'on a répondu à tout le monde vis-à-vis des commentaires qui avaient été postés par rapport à cet épisode. Peut-être que Sébastien a un truc à rajouter. Oui, on peut saluer Cubignol qui nous écoute, voilà, comme pas mal d'autres, probablement à poil. Hein. Donc, salut tous ceux qui nous écoutent à poil. Oui, on a appris des choses comme ça. On sait maintenant comment certains nous écoutent. On savait déjà qu'il y en avait qui nous écoutaient en courant, en faisant du jogging. Et puis, effectivement, Cubignol, qui est un pseudonyme, hein, soyons très très clairs. Il ne s'appelle pas comme ça. J'espère pour lui. Donc, nous a avoué qu'il écoutait des fois dans sa baignoire Sébastien. Et donc... Voilà, une grande histoire commence. C'est une grande histoire qui commence en 2019, on va dire ça comme ça. Merci de nous avoir rejoints, quoi qu'il en soit. On va peut-être commencer avec la première lettre, si vous le voulez bien. La lettre... attendez, je cherche la... c'est toujours la lettre... c'est sans doute, oui. Ah, comme Apple. De quoi allons-nous parler? Ah oui, la Noël d'Apple un petit peu loupée, la rentrée un tout petit peu loupée pour Apple. C'est qui en parle? C'est moi. C'est toi. Donc c'est pas la joie du côté de chez Tim Cook, manifestement. Hein. Non, effectivement. Donc à quelques jours de l'annonce des chiffres du dernier trimestre de l'année, qui est en fait le premier trimestre de l'année fiscale d'Apple, Tim Cook a lancé un petit warning aux financiers pour dire qu'ils feront un peu moins que prévu. Donc les analystes avaient prévu 89 millions de dollars de chiffres et en fait ils vont plutôt tabler sur du 80 milliards, pas millions. Oui, c'est bien. Ouais. Ils vont tabler plutôt sur du 84 milliards, donc on dirait c'est pas grand-chose. Si, ça fait une toute grande différence. Et puis c'est la première fois que depuis 2002 qu'ils lancent une telle alerte. Donc ça a eu des répercussions d'ailleurs assez immédiates parce que ça a fait baisser bien entendu le cours de la bourse d'Apple. Ça c'est la première news. Donc ils associent ça surtout à un problème de planning de lancement de l'iPhone, sachant que l'iPhone 10S, 10S Max a été lancé au 4e trimestre, alors que l'iPhone 10R, lui, est reporté en fait sur le premier trimestre de 2019. Donc fiscal, hein. Donc ils ont eu moins de ventes aussi. Ils ont apparemment, ce qu'ils disent, ils ont eu des problèmes d'approvisionnement de certains modèles. L'iPod Pro n'a pas aussi bien marché et on n'en parle pas beaucoup, mais il y a aussi le Bandgate à nouveau sur un iPad, effectivement. Apparemment quelques millimètres sur certains modèles et voilà, et le problème, c'est la réaction d'Apple à ce problème-là, qu'ils vont devoir résoudre, je pense, aussi à un certain moment. Et puis, grâce à ça, à cause de ça plutôt, Apple, qui était la société la numéro 1 en bourse aux États-Unis, a dégringolé et même sorti du podium des 3, a été détrôné par Microsoft. Par Google aussi, et donc ne sont plus que numéro 4. Donc là, ils ont perdu quand même quasi un tiers de leur valorisation en bourse, qui est donc énorme. Donc ils ont perdu 30%
l'action. Et même certains analystes qui misaient avant sur de Apple disent n'achetez plus d'Apple, ça va s'écrouler. Bon, après, c'est alarmiste, on va voir si ça va être le cas. Après, c'est vrai que bon, on est conscient que depuis quelques années, Apple n'innove plus vraiment. Est-ce que ça joue maintenant un rôle dans les ventes et donc, finalement dans les chiffres, on va voir sur la durée, mais c'est vrai que voilà, il faudrait un peu qu'il se bouge et qu'il fasse pas que des évolutions et qu'il ramène des révolutions, parce qu'on est quand même tous plus ou moins, à part quelques exceptions dans les technos, mais plus ou moins fans des produits Apple. Mais quand ils sont bons, faut être réaliste. Voilà, il faut être réaliste. Voilà. Alors, ce que je retiens, c'est que c'est plus un bon placement de père de famille. Hein, l'action Apple, c'est quand même une indication. Ceci étant dit, quand on regarde la gamme iPhone, moi je la trouve très peu lisible, cette gamme. Je la trouve très fouillie. C'est un peu compliqué de s'y retrouver, surtout pour l'Apple fan de base, qui a l'habitude de choses quand même très claires, avec, où les choses sont petits, grands, moyens, hein, j'ai envie de dire. Et là, ça devient tout d'un coup un peu compliqué. Quel est le modèle, quel est le flagship là-dedans, quel est le modèle qu'on a envie d'avoir? C'est un peu particulier quand même. Alors tout ne repose pas là-dessus, ça on l'imagine bien. Il y a la concurrence qui joue également, hein, ça c'est très clair. Mais ça, c'est quand même important aussi d'avoir une gamme très lisible. On a vu ce que ça avait fait au niveau des PC, hein, chez Apple. À un moment donné, c'était pas très lisible non plus, et donc du coup, ils avaient perdu aussi quelques plumes sur les ventes. Je sais pas ce que t'en penses, Seb. Je te sens pensif sur cette info-là. Oui, non, mais je suis en train de regarder le cours, parce qu'effectivement, Bruno dit ils ont perdu un tiers, mais il me semblait avoir lu que c'était plus que ça, et donc j'essayais de retrouver, et effectivement, en une semaine, ce qu'ils avaient perdu, et ils étaient à pom. Ouais, j'ai l'impression qu'on était à près de 40% de perdu, en fait. Oh bah ça évolue, hein, ça. Oui, enfin ça fluctue. Il faut voir à un moment T, peut-être un instant T, il y a peut-être eu effectivement. Enfin bref, ils ont perdu des plumes sur le coup. Ils sont quand même pas encore à la rue, hein, soyons clairs. Tout de suite. C'est parce que on a un peu tendance à faire les choses un peu rapidement dans la tech pour l'instant. Je sais pas, on a déjà fermé Facebook, hein, c'est fait. Donc maintenant ça va être Apple. Donc on va peut-être relativiser un petit peu, attendre de voir ce qui va se passer dans les semaines, les mois qui viennent, voir ce que la concurrence va proposer également, et voir comment la sauce va prendre. Il se trouve que peut-être que ces petits machins-là, ces smartphones, etc., on a tous un maintenant. Peut-être qu'on a fait le plein, et que la situation économique particulière de chacun a évolué aussi, et que du coup, on renouvelle moins ces appareils, par exemple. Hein, je sais pas. Oui. Mais ça va influencer les chiffres, mais ça va pas influencer le cours de bourse. Le cours de bourse, c'est surtout un aveu de confiance ou de méfiance du marché. Et là, les problèmes répétés des dernières semaines et l'avertissement sur les résultats, même si les résultats sont probablement toujours en bénéfice, donc normalement ils ne devraient pas être sanctionnés comme ça, ils sont sanctionnés comme des porcs. Maintenant, l'action vaut probablement beaucoup plus aujourd'hui que la réalité derrière économique de la société. Et donc, c'est un redressement qui est probablement naturel aussi. Évidemment, si tu as eu une action Apple à Noël, t'es pas content. Hein. Ah oui, c'est ça. Si on parle en termes de placement, là, c'est un petit peu dommage, c'est un petit peu ballot. À suivre, comme on a l'habitude de dire. C'est comme Chine. Je sais pas ce qu'on a avec les Chinois en ce moment. Il y a une tendance sur la Chine. La Chine qui équipe des HLM de serrures à reconnaissance faciale. Donc ce sont dans les logements sociaux. C'est qui en parle? C'est moi. C'est toujours le même qui nous en parle. C'est Bruno. Ouais, j'ai une tendance à aimer les Asiatiques. Donc oui, j'aime bien l'Asie. Mais pour d'autres... oui. Non, mais on avait fait un joli bonus avec Sébastien sur justement Big Brother en Chine. Et ça va c'est un petit peu la suite de ce bonus, on va dire. Donc effectivement, les Chinois vont équiper 120 000 logements sociaux à Pékin avec des serrures à reconnaissance faciale. Soi-disant
pour des raisons de sécurité, bien entendu. Non, mais on sait très bien qu'il y a quand même des intentions cachées de la part de la Chine. Enfin, nous, on suppose. Si vous avez des doutes encore, allez voir notre bonus, donc qui est quand même assez troublant, on va dire. Donc, effectivement, donc ils vont équiper des serrures là avec la reconnaissance faciale, sachant que ça va être lié probablement donc avec tout le système de reconnaissance. Et ça se rajoute aux 170 millions de caméras qui équipent le pays et qui veulent pousser jusqu'à 600 millions jusqu'en 2020. 2020, c'est l'année prochaine, hein, c'est pas... Oui, on est en 2019 déjà. Donc, effectivement, ça fait un petit peu peur. Oui, c'est une question de sécurité, mais c'est une question de contrôle aussi pour la Chine. Donc, à garder à l'œil. Mais toutes ces news-là, à mon avis, on va en voir quelques-unes au cours de l'année 2019 et on va vous le rappeler. Oui. La technologie peut parfois avoir des tendances néfaste. Et moi, j'étais assez surpris parce que finalement, ça représente pas, enfin, à l'échelle de la Chine. Alors maintenant, c'est par rapport à une ville aussi. Hein, je sais plus dans quelle ville ça se passe. Mais c'est Pékin. Il n'y a pas énormément de logements. Enfin, moi, j'ai pas été abasourdi par le chiffre des logements sociaux qui étaient, en tout cas, que cette news. 120 000 logements, ça correspond quand même plus ou moins, si tu fais le calcul, à 400 000 personnes. Oui. Observé. Donc, sur 22 millions d'habitants, c'est pas beaucoup quand même. C'est ça, la proportion est pas énorme. Oui, voilà, mais ce n'est qu'un début. 6%. Oui, c'est ça. Non, je parle pas des caméras, je parle des logements sociaux. Voilà, c'est ça. Enfin, voilà, un exemple de plus à rajouter, entre guillemets, à ce fameux bonus dont tu parlais et qui est toujours disponible, évidemment, que vous pouvez les revoir. C'était il y a quelques semaines maintenant. Sébastien. Ouais, je me demandais, tu vois, quand tu dis, bah oui, reconnaissance faciale, tu dis, bah alors comment tu fais quand tu veux que ton copain rentre chez toi ou que sais-je, hein, tu sais pas lui filer la clé, hein? Non. Et donc, du coup, pendant que Bruno parlait, je regarde un petit peu qu'est-ce qu'ils ont prévu, et en fait, c'est tout à fait ça. Et c'est pas qu'ils veulent pas que ils veulent vraiment pas que tu passes la clé. Oui. Et le principe, c'est, l'explication officielle, c'est empêcher la sous-location à des étrangers. Oui. C'est sympa, hein? C'est dingue. Enfin, mais en même temps, bon, voilà, c'est sans doute ça répond. C'est une réponse très abrupte et pas très, pas très équitable à sans doute des excès qui ont eu lieu dans une problématique. Bon, voilà, mais la réponse pose question. La réponse, c'est direct. Ah, tu vois, à la limite, tu aurais ça chez nous, tu dirais, on va renforcer les contrôles, on va vérifier, on va machin. Non, pas tout ça. Nous, on met des caméras partout, comme ça, voilà, c'est réglé. Donc voilà. C'est pragmatique, on va dire, presque. Voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est le pragmatisme chinois. Mais en même temps, ça pose plein de questions sur les libertés individuelles. Après, ils produisent pas mal de bidules électroniques, il faut bien qu'ils les placent quelque part. Hein. Oui, il faut bien qu'ils les... Mais ça veut dire quoi? Alors, moi, je prends le rôle de madame tout le monde qui entend cette news, qui dit quoi, ça va venir chez nous aussi? Oui. Sans doute qu'un jour, un jour peut-être qu'un propriétaire dira moi je vous loue l'appartement à vous et je veux que ce soit seulement vous qui habitiez l'appartement. D'ailleurs il y a une serrure à reconnaissance faciale pour entrer. C'est possible, non? Enfin, expliquer à ta voisine. Expliquer à ta voisine que pour rentrer chez elle. Ah putain. Merde. Vas-y Seb. Vas-y, Seb. Non, mais va expliquer à ta voisine que pour rentrer chez elle, elle doit faire un facial. C'est quand même chaud, quoi. Bon, oula, allez. Donc... Oui, Bruno, un truc à rajouter? Non, moi, j'ai plus rien à rajouter après ça. C'est bon. C'est bien ce que je pensais. Hein? C'est comme CNIL. J'essaye de rattraper le truc. La CNIL fait condamner Bouygues Telecom pour 250 000 1000 quoi? Parce qu'il y a un mot derrière. Euro. Euro. Ah, c'est pour ça. L'euro n'est pas passé. C'est ça l'idée. C'est qui? C'est Seb. C'est moi. Ouais. Et t'as vu, je prends même un truc français, parce qu'on a beaucoup de français, tout ça. La CNIL, parce que nous, la CNIL, on connaît pas la CNIL. On avait la commission de la vie privée qui n'existe plus, donc maintenant, je sais même plus, tiens, comment il s'appelle. Mais voilà, l'équivalent. Oui. Mais c'est pas la CNIL. Non.
Et donc, cette brave CNIL a reçu une dénonciation il y a quelques mois, en mars 2018, pour dire « Je pense qu'il y a un problème sur le site de Bouygues Télécom ». Donc, un petit gars de la CNIL s'est connecté sur le site de Bouygues Télécom. Et en fait, il a constaté qu'en changeant tout simplement l'identifiant dans l'adresse ou un truc comme ça, c'est tout con, bah, tu pouvais accéder à toutes les autres infos. Hein, donc tu te dis, je me connecte et je veux aller avoir les infos d'abonnés de Marc. Et bien en fait, oui, tu les as, hein, tu as tes abonnés. Et puis en fait, c'est juste un petit numéro, tu le changes et tu vas avoir celle de Bruno, celle de Benoît, celle de Xavier. Et en fait, je pourrais être très clair, tu te connectes comme souvent sur des sites de ce type-là. Enfin, et quand tu prends ton contrat, bah, tu vas chercher le contrat du voisin et tu vas chercher toutes les infos. Ah oui, c'est sympa, c'est pratique. C'était pratique. Et voilà. Et en fait, il y a toutes les coordonnées. Donc il y avait tout, hein, date de naissance, nom, prénom, adresse physique, numéro de téléphone, mobile, machin, tout y est. Et de 2 millions d'abonnés. Donc c'est une grosse masse de données. Et c'est pour ça qu'effectivement, la CNIL impose 250 000 euros. C'est une amende qui est déjà plus salée que ce qu'ils ont l'habitude de donner, ce qu'on a vu ces dernières années. Et pourtant, c'est un incident pré-GDPR, parce que c'était au mois de mars, donc c'est encore tout juste pour Bouygues, mais vu l'ampleur des datas, parce que tu as toutes les infos, et le nombre d'abonnés, la CNIL dit, voilà, ça représente au moins autant, surtout que vous n'avez pas respecté tout à fait la sécurité. Alors l'explication de Bouygues Télécom, et c'est là qu'effectivement il y a un petit souci, disait, bah oui, normalement on a une sécurité, mais on faisait un test, alors on l'avait désactivé, et puis on a oublié de le remettre. C'est la faute du stagiaire. C'est ça. C'est quand même une explication un petit peu particulière, on va dire. Voilà, donc ils ont oublié. Ouais. Donc alors effectivement, voilà, je peux comprendre que parfois tu oublies, mais pas aussi longtemps et pas sur des infrastructures aussi importantes. Qu'est-ce qu'il fallait comme information pour que Monsieur X puisse voir les informations de Monsieur Y ben rien, n'importe qui peut le faire. Hein. Oui, mais n'importe qui, il faut quand même son nom. C'est vrai, il faut une information. Non. Comment on fait oui, non, mais non, t'as pas le nom, tu vas chercher si tu vas chercher avec un numéro. Ouais. Donc, tu parcours numéro par numéro, tu vas pas pouvoir chercher les infos sur un en particulier. D'accord, tu ne sais pas choisir la personne que tu vas espionner. Tu tapes, tu rajoutes un 1 derrière et tu regardes ce qui se passe. Oui, tu vas voir le suivant. Ouais. D'accord, ok. Je comprends. C'est la plupart des erreurs, ça en fait. Hein. Ouais. Des devs, c'est que voilà, t'as l'URL, t'as le numéro, il t'affiche le truc. Et puis souvent, des mauvais devs ont oublié ou ne font pas une vérification. Ou voilà, hein, pas de bol, un bug, personne n'est parfait, quoi. Tant qu'à faire, le numéro unique, l'ID unique, ça aurait pu être le numéro de téléphone de la personne, de l'abonné ou ils n'ont pas détaillé là, mais c'est possible. Hein. Donc voilà. Mais non, normalement c'est juste un numéro incrémental, c'est tout. Donc à moins de connaître le numéro de dossier ou de client ou que sais-je. Si t'es patient, tu les fais tous. Hein. Ouais. Oui, c'est ça. Mais enfin, ceci dit, oui, pourquoi pas, finalement. On a vu des trucs plus 2 millions, ça va, quoi. Oui, mais attends, il y a moyen. Sans déconner. Après, il faut savoir quelle information aller pêcher, mais il doit y avoir wget. Si t'es concurrent au Bouygues Télécom, ça vaut la peine. Oui, c'est pas faux. Donc voilà, 250 000 patates. Ouais. Pas cher payé, je trouve. Non, ça va. Pour la taille de Bouygues Télécom, c'est pas cher payé. Non, c'est ça. Bon, ils feront attention la prochaine fois, ou en tout cas on l'espère, parce que rien que la mauvaise pub que ça leur fait, déjà, ça le fait moyen, quoi. Hein. Il faut reconnaître ça aussi. C'est pareil, les gens s'en foutent. Que ça, je trouve. Ouais, oui, j'ai l'impression que les gens s'en foutent. Ouais, Non ? Oui, non, mais je pense qu'il y a dans le chef de beaucoup de gens aujourd'hui, au niveau de la sécurité informatique, les gens ne comprennent plus tout. Et donc, à un moment donné, il y a une espèce de saturation qui s'opère et l'information ne circule plus. Voilà, on y reviendra, à mon avis, à ce genre de questions. On est toujours à la lettre C. On reste à la lettre C. C'est comme confiance. Des firmes tech qui ont perdu la confiance des utilisateurs en 2018. Bah tiens, on parlait justement de confiance et de mauvaise publicité. C'est qui nous en parle ? C'est toi, c'est Bruno. Oui.
Bah oui, on va revenir sur 2018 un petit peu quand même. Et bah, vous vous en doutez, il y a une société qui a perdu la confiance des utilisateurs. Il y a pas besoin de faire des études pour ça. Non. C'est Facebook. Ouais. Et Facebook, donc, ont perdu 40% de la confiance confiance de 40% des personnes sondées. Ce qui est quand même beaucoup parce qu'ils devancent de loin, mais de loin tous les autres. Donc, Twitter, Amazon, Uber, Google, qui ont 8 et 7, 6% de perte de confiance. Après, les bons élèves sont Netflix et Tesla. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Ça va, on les aime bien. Mais Facebook, on les aime plus. Voilà, c'est tout, parce que même dans l'équipe, hein, on vous l'a dit, on n'utilise plus beaucoup Facebook parce que, pas que des raisons de confiance, mais aussi des raisons qui vont au-delà de ça, au-delà de la pertinence du cercle d'amis et des informations récoltées d'un certain cercle d'amis, mais avec toutes ces failles de sécurité qu'il y a eu dans ces derniers 12 ou 18 mois, c'est quand même accablant, que je trouve, moi, accablant que les gens utilisent encore un service comme Facebook en sachant que toutes les données partent à gauche et à droite et que les gens publient toutes leurs données privées sur Facebook et voilà, donc c'est pas étonnant. Donc les bons élèves, c'est Netflix, Microsoft et Tesla quand même, donc qui ferment la marche. Twitter et Amazon, voilà, ça c'est peut-être assez normal. Donc il y a des gens qui n'aiment plus Twitter parce que bon, il y a des news qui leur plaît pas, des tweets, il y a des présidents qui tweetent des trucs qui sont un peu pas très, c'est pas très bien fréquenté. Ouais, et Amazon, ça c'est surtout les commerçants qui n'aiment pas Amazon, ça je suis sûr. Hein, oui, il y a ça aussi. De la concurrence. Et Uber, c'est les taxis. On me faisait remarquer, par exemple, que chez Amazon, il y avait beaucoup alors, je vais utiliser une expression belge, mais qui commence à être popularisée en France, de brol, donc des bidules, hein, un peu pas bien, un peu cheap, donc de brol chinois sur Amazon, de plus en plus, et qui mettaient ça très en avant, sans doute parce qu'ils font de meilleurs bénéfices sur ce type de produit. Mais ça, par contre, du coup, les gens sont un petit peu plus réservés, on va dire, par rapport à certains produits comme ça. Oui, ils sont déçus par ces produits-là, qui sont, voilà, c'est vrai, ça devient un bazar, hein, vraiment, ouais. un marché où tout le monde peut vendre. Donc, ils associent justement ces vendeurs-là à Amazon, mais c'est pas Amazon qui vend, c'est des vendeurs tiers. Oui. Donc, voilà. Mais je pense que voilà, c'est toutes les pratiques, tous les cas sociaux d'Amazon qui forcent au travail, surtout au niveau des fêtes de fin d'année, parce que c'est là le gros du business qui fait un peu les gens perdent confiance dans ce genre de société, mais ils reprennent de la force par la suite et Amazon ne s'est jamais porté aussi bien qu'en ce moment, en sachant qu'ils ont perdu beaucoup d'argent au début de leur activité, mais c'est juste une des plus grandes sociétés au monde. En tout cas, ce qui correspond complètement à un ressenti général, hein, c'est effectivement Facebook. Je pense que là, il y a pas. Je pense qu'ils ont perdu ces derniers mois, je pense 2 500 000 membres sur Facebook. C'est possible. Enfin, c'est un chiffre que j'ai vu passer. Et je sais pas sur quelle période exactement cette perte a été enregistrée, mais il y a quand même une partie du public qui dit bon, ben, maintenant ça suffit. J'y retrouve plus mon compte. Je préfère me distancier du réseau de Zuckerberg, quitte à en prendre un autre, hein, que ce soit Instagram ou autre. Donc voilà, c'est aussi ça l'avenir de Facebook est quand même un petit peu compromis, non, Sébastien? Ouais, peut-être que Google n'aurait pas dû fermer Google Plus si vite. Ceci dit, je me suis fait la remarque, parce que je me suis écarté très franchement de Facebook. Je peux pas désactiver mon compte parce que pour des raisons de gestion de page et autres, c'est un petit peu problématique, parce que c'est pas si évident que ça quitter Facebook. Il faut bien le reconnaître aussi. On pourrait faire un hors-série là-dessus parce que c'est quand même un petit peu particulier. Même si il donne l'impression de donner tous les outils, bah c'est pas tout à fait aussi clair que ça. Mais je me suis dit, tiens, finalement, je me rabattrais bien sur autre chose, comme par exemple Google+, qui avait des groupes au niveau professionnel ou au niveau hobby, etc., qui avaient des trucs qui étaient intéressants. Il faut bien le reconnaître. On n'a pas donné suffisamment sa chance à ce réseau social, peut-être, je ne sais pas. Ça ressemblait plus à une blague qu'autre chose, hein, Google+, à un moment donné. Donc, voilà. Seb.
Ouais, le meilleur point où je pense que Facebook a réussi à nous bloquer pieds et poings liés, c'est pas dans la gestion des pages, parce qu'effectivement, là, nous, Oh, il n'y a on pas que prend ça. des cas professionnels, mais essentiellement sur tout ce qui est identification dans des sites tiers, Oui. où tu fais, Alors, tu dois t'enregistrer, tu fais vite, oh, je clique avec Facebook, et ouais. bam, t'es couillonné. Mais ça, de nouveau, c'est peut-être, oui, le grand public. Moi, en tant que geek un peu averti, je ne l'ai jamais utilisé de cette manière-là. Je me suis jamais servi de Facebook comme porte d'entrée, même si des fois on te l'impose un peu, quoi. Hein. Il faut chercher le petit bouton qui va bien pour s'inscrire avec son adresse mail à l'ancienne, entre guillemets. Je l'ai jamais fait. Je l'ai fait pour expérimenter la chose au niveau professionnel, etc. Ça, oui. Mais d'un point de vue personnel, je l'ai jamais utilisé de cette manière-là. Mais effectivement, c'est un fameux fil à la patte aussi, sans doute, cette option-là. Oui, parce que tu perds plein de comptes. Oui. Dire que tu les perds, tu dois aller compte par compte. Alors, il faut s'en souvenir. Compte par compte, aller changer les paramètres pour les lier plus à une adresse mail. Et je suis pas sûr que c'est si évident. Si c'est possible. Si c'est possible. Si c'est possible. C'est pas évident du tout. Et non, il y a ça, il y a cet aspect-là, et le simple fait de prendre tes distances, ils le sentent, hein, ces gens-là. C'est terrible. Ils te relancent. Tu vas dire, ah tiens, on aurait un nouvel ami à vous proposer. On aurait, enfin, c'est vraiment un peu vicieux, quoi. C'est un peu particulier. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a raison de s'en distancier quelque part, parce que ce côté un peu malsain remonte un petit peu. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Bruno, mais il y a un petit côté malsain qui remonte à un moment donné, comme ça, qui te donne raison. Vous n'avez pas d'amis, pourquoi vous n'avez-vous pas d'amis sur Facebook? C'est ça, c'est du truc. Et attends, décidé de pas en avoir. C'est pas fini, tu vois, là tu viens seulement d'arrêter, d'ici une dizaine de jours, ils vont commencer à te menacer. Dis, on a retrouvé une vieille photo de toi, tu reviens ou on la poste. Oui, parce qu'on se doute bien qu'ils gardent tout, qu'ils vont pas tout jeter tout de suite comme ça non plus. Donc voilà, c'est tout ça pour dire que s'il y a moyen de s'en passer, hein, c'est peut-être pas plus mal finalement. On se dit à toi. Oui, c'est ça. Et puis si on s'en distancie, c'est pas pour se faire du mal à soi-même, hein, ou faire du mal à Facebook ou à Mark Zuckerberg, on se doute bien que ça va rien lui faire du tout. C'est juste pour nous, pour se sentir mieux et pour se dire, tiens, finalement, on n'a pas vraiment besoin de ce truc qui nous propose des informations qui ne nous concernent que de moins en moins, etc. Enfin, on y reviendra peut-être un jour, mais voilà un peu l'idée du truc. Qui a frappé son micro? C'est pas vrai, c'est pas moi. Pardon. Comme espace dans cet épisode 195, on va parler de la Chine. Tiens, encore La Chine qui place une sonde sur la face cachée de la Lune. C'était en ce début de semaine, en fait. Hein, non, je dis pas. J'adore le titre. Oui. J'adore le titre. Une sonde sur la face cachée de la Lune. Oui. Et quoi? Non, c'est pas grave. Certains comprendront. Il y a une contrepétrie possible ou... Non. Ah là là. Il est en forme, Seb. Hein. Oui, je sais pas ce qu'il a. Voilà. Donc ça, c'était une news pour Seb. L'autre, Seb, sans cheveux. Oui. Mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Donc, je suis désolé. Je pense que c'est son rôle. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Non. Oui, Bruno, vas-y. Donc voilà, c'est la sonde Chang'e 4, donc une sonde lunaire qui a donc, et ça a été confirmé d'ailleurs aujourd'hui, jeudi, journée de l'enregistrement, qu'elle a bien atterri. Ils ont même montré des images, hein, attention, hein, parce qu'il faut prouver que ces Chinois ne font pas des blagues, mais c'est quand même une prouesse. C'est la première sonde qui s'est posée sur la face cachée. Parce que le gros problème, en fait, n'est pas d'y aller, n'est pas d'atterrir sur cette face-là, mais c'est la communication avec la sonde elle-même, parce que bon, il y a un gros caillou qui est devant, entre la sonde et nous. C'est la Lune, on appelle ça. Hein, et la Lune ne tourne jamais sur elle-même, donc il va toujours tourner de la même manière. C'est pour ça qu'on dit que c'est la face cachée, d'ailleurs. Eh oui. Effectivement. Et donc, ils avaient lancé un satellite avant, justement, pour pouvoir communiquer avec cette sonde-là uniquement. Et donc, il y a différents défis technologiques qui ont été relevés. Aussi, il y a des grandes différences de température, parce que cette face-là, elle est plus à même d'avoir des changements de température la nuit lunaire et le jour lunaire qui dure 14 jours et 14 jours. C'est incroyable. C'est régulé comme un calendrier, la Lune. C'est bizarre. C'est bien fait. C'est bien fait. Voilà. C'est toujours inversé. Donc,
Donc voilà, donc c'est une petite prouesse qu'on avait remarqué sur les news. Je suis pas spécialiste, donc je vais laisser peut-être Sébastien la semaine prochaine revenir. L'autre Sébastien revenir sur cette news-là parce il va vous raconter toute une histoire et c'est bien intéressant. Deux petites choses que je voulais relever par rapport à cette news-là. J'ai lu deux choses, soyons clairs. La première, c'était de dire que scientifiquement, enfin en tout cas, les sphères scientifiques occidentales disent « Ouais, c'est bien, ils l'ont fait, ouais, mais ça sert pas à grand-chose. » En gros, oui, ça, il faut le dire. Oui. Ça, voilà, c'est ce qu'ils disent. Mais est-ce que c'est vrai? Je me rappellerai toujours de cette interview. Enfin, je l'ai pas vécu parce que j'étais trop petit. Mais quand on posait la question aux gens dans la rue de savoir si c'était important d'aller sur la Lune, on pose la question aux Américains, et il y a un type qui répond si c'était important, on l'aurait déjà fait depuis longtemps. Hein. On en est un petit peu dans cet esprit-là pour l'instant. Donc voilà, il y a cet aspect-là, l'aspect purement scientifique. Est-ce qu'il y a un intérêt à aller sur la face cachée de la Lune, ou est-ce que c'est une démonstration de force, une de plus? Et alors l'autre aspect, c'est on revient un petit peu à cette Chine qui prend de l'ampleur, hein, aussi bien au niveau technologique, etc. Où on se dit que la démonstration elle est quand même d'une efficacité redoutable et ça pose plein de questions sur ce que nous on fait de notre côté pour faire avancer Schmilblick, comme on dit. On en revient à chaque fois à la même chose, Sébastien. Hein, il y a des investissements qui sont consentis du côté chinois que l'on n'ose plus faire, qu'on a du mal à faire passer peut-être dans l'opinion publique chez nous. Oui, et alors j'aurais presque pu vous faire un hors-série de l'Eurospace Center il y a une dizaine de jours. C'est vrai. Parce que effectivement, j'y étais il y a pas si longtemps, et donc l'Eurospace Center, c'est un centre dans les Ardennes, hein, les Ardennes belges, où effectivement on peut marcher sur la Lune, simuler, marcher sur la Lune, sur Mars, et revoir tout plein de trucs très sympathiques sur l'espace. Et on vous y explique tout ce qui vient de l'espace. Pas les choses, mais tout ce qu'on a dû inventer pour pouvoir y aller. Oui. Alors effectivement, qu'on dise non, ça n'a pas d'intérêt scientifique d'aller sur la face cachée de la Lune. Je suis pas capable de le dire si oui ou non il y a quelque chose d'intéressant à aller rechercher là-bas. Peut-être qu'aller se poser là-bas n'a aucun intérêt, mais par contre, tout le progrès qu'a dû faire la Chine pour y arriver, tous les efforts, tout ce qu'ils ont dû investir en technologie, ça va se répercuter sur plein d'autres choses. Et donc la vie civile va tirer en Chine en tout cas, et probablement nous aussi, hein, parce que c'est un impact planétaire sur l'évolution chinoise en technologie. Donc ça doit avoir un impact positif. Mais regardez autour de vous et c'est impressionnant tout ce qui vient on avait fait un tout petit, de l'exploration spatiale. On avait fait un tout petit bonus, je dis tout petit parce qu'on aurait pu en faire beaucoup plus long que ça, justement avec Sébastien et Xavier il y a quelques semaines de ça, où on avait déjà parlé de tout ce que les premières années de la conquête spatiale avaient amené comme nouveauté, et des choses qui font partie aujourd'hui de notre quotidien et qui sont complètement intégrées. La soupe en poudre, tu vois. Par exemple, mais pas que. Oui, mais plein de trucs. Il y a plein de choses comme ça, et des choses qui nous ont été révélées aussi par la conquête spatiale. Oui, que la Terre était ronde. Ah ça, j'ai pas vu. Un mec qui est revenu avec une photo. J'ai la photo, la Terre est ronde. Oui, c'est ça. Ceci dit, il y a l'histoire de cette photo de le premier clair de Terre. Cette photo a fêté son anniversaire il y a pas tellement longtemps. C'est 50 ans, je pense. Fin de l'année dernière. Hein, donc, finalement, c'est vrai que ramener une photo de la Terre vue de si loin, c'est quand même quelque chose aussi qui est marquant, quoi. Oui, c'est ça. Bruno, tu voulais rajouter un truc? Oui, ou pas? Non, avec toute cette évolution-là, donc la Chine a beaucoup de plans pour le futur proche même, parce qu'ils vont lancer leur propre station spatiale aussi. Ils vont amener des êtres humains sur la Lune. Veulent envoyer aussi des sondes sur Mars, etc. Donc voilà, ils veulent vraiment un peu concurrencer les États-Unis, même les sociétés privées comme SpaceX, et certainement ils sont là déjà à même de dépasser la Russie technologiquement parlant. Donc oui, c'est une preuve de force. Et surtout de moyens et de politiques et financiers aussi. Donc voilà, ça peut faire peur à nouveau
de ce côté obscur. Et là, justement, ils vont sur le côté sombre de la Lune, donc ça fait peur. Mais oui, mais c'est ça, parce qu'il y a un petit côté, tu vois, c'est le côté face cachée de la Lune, quand même, pour des politiciens ou même certains scientifiques. C'est un peu comme si tu étais là et tu dis... Je fais un truc, je vous le montre pas. Tu vois, et rien que ça va exciter tout le monde, à mon avis, à un moment donné. Ça va bouger beaucoup plus que ça ne bouge pour l'instant, je pense. Soyons clairs. Tu imagines quand même, quand le mec a décidé de la mission, tous autour de la table, on va sur la Lune, mais où? Où est-ce qu'on va les faire chier? Tu vois, on va atterrir à côté du drapeau américain. Ouais, pour aller le casser. Et puis t'as un mec au fond, il dit non, on va aller du côté qu'on voit pas. C'est vrai, quelque part. C'est encore pire que d'aller sur Mars. Tu vois, parce que sur Mars, tu pourrais encore l'observer. Tu vois. Non, là, on va sur la face cachée de la Lune, juste pour emmerder son monde, quoi. En gros, voilà. Bon, bah, bref, affaire à suivre, effectivement, avec le passionné de conquête spatiale dans l'équipe. Il s'agit de l'autre Sébastien qu'on retrouvera très, très prochainement. H comme Harley. Voilà, la news, elle est faite du coup. On va parler de quelques instants de la Livewire qui débarque au CES. Je pense que c'est la première fois qu'une moto arrive sur un salon au Consumer Electronic Show, si je ne dis pas de bêtises, Sébastien. Ah, c'est fort possible, mais c'est une moto mythique, une marque mythique, oui. Et ce sera probablement une moto mythique, parce que voilà, c'est Harley-Davidson et c'est leur première moto électrique commercialisée. On en parle depuis 2014, donc on en a déjà parlé longuement par le passé avec Bruno. Donc c'était le petit clin d'œil ici parce qu'on fait le numéro ensemble, parce que je suis pas fan absolu. Enfin, je trouve ça très sympa les véhicules électriques, mais je n'ai pas de moto et encore moins de moto électrique. Et donc voilà, on en parle depuis 5 ans et finalement elle arrive sur le marché. Donc elle arrive au CES en 2019 ici, la semaine prochaine. Et elle sera commercialisée dans la foulée. Donc ça y est, maintenant cette moto, on va la retrouver sur nos routes. Alors ce qu'on en sait, pas beaucoup plus. À l'époque, c'était 160 km d'autonomie. On ne sait pas s'ils ont amélioré ça. Et c'est plus ou moins tout, quoi, à part que la moto ne fait pas de bruit. Ce qui divise toute la communauté, parce que ça ne fait pas le bruit d'une Harley. Ouais. Qui est en gros le bruit d'une grosse péniche. Hein. C'est dom. Voilà. C'est un peu ça, un petit peu. Fait pas. On en parlait juste avant d'enregistrer cet épisode avec Bruno. Hein. C'est vrai que le client motard, c'est un client un peu particulier. Hein. Toi, tu pratiques les clients, en tout cas ceux qui se dirigent vers la mobilité électrique. Le motard, lui, il veut du vroom vroom, quoi. Ça dépend. Il y a 2 types de clients motards. Il y a le classique, effectivement, qui veut du vroom vroom parce que c'est grâce à ça qu'il est devenu sourd. Comment? Grâce à ça. Voilà, exactement. Mais après, il y a les early adopters et tous ces fanats d'écologie et de technologie qui vont avoir un usage autre. Et en fait, c'est plus des motards, c'est des commuters. C'est des gens qui vont utiliser la moto pour aller au boulot tous les jours, ou qui vont utiliser la moto pour aller être en déplacement commercial éventuellement, et qui vont utiliser ça comme un outil de travail ou pour aller au travail, et non comme un outil de loisir, parce que la moto, elle est devenue en fait vraiment un outil de loisir qu'on va utiliser le week-end, et donc on veut du bruit. On veut que ça réveille les voisins le dimanche matin. On veut être vu aussi. Hein. On veut être vu, voilà, et avoir une marque mythique et montrer un petit peu qu'on a réussi dans la vie et on s'achète une Harley. Ça, c'est mon opinion. Hein. Oui. Mais moi, bizarrement, nous, on vend des motos électriques aussi. Pas Harley, heureusement, je dirais. On vend une marque qui fait des motos électriques depuis 14 ans, donc qui sont quand même un petit peu plus, on va dire, expérimentés que Harley, parce qu'Harley, en fait, en lançant ce modèle-là, ils veulent sauver leur marque, parce qu'ils sont en perte de puissance énorme aux États-Unis, et donc ils veulent atteindre une nouvelle clientèle. C'est pas la clientèle actuelle Harley qui va acheter une Harley électrique, une Livewire, c'est des nouveaux clients. D'accord. Des clients et ça c'est un domaine vraiment très européen. Les motos équivalentes à des 125 cm3, on parle pas de cm3 en électrique, on parle des puissances équivalentes de 11 kW, qui en fait permettent à des gens qui ont un permis voiture
de facilement conduire ce genre de moto. D'accord. Ce qui est très aisé quand on a des motos électriques, parce que généralement, les motos électriques n'ont pas de boîte de vitesse, donc n'ont pas d'embrayage, et donc c'est beaucoup plus simple à conduire, se conduisent comme un scooter. Un scooter, oui, c'est ça, ouais. Avec beaucoup plus de puissance. Et donc, c'est une toute nouvelle clientèle qui ne veut pas rouler en moto, mais va rouler en moto par confort d'utilisation finalement. Ouais. Donc, la Lavoyeur, ce sera plutôt pour ces clients-là. Petite anecdote, enfin, pas petite anecdote, petite précision, effectivement, elle va très prochainement être commercialisée. Le premier concessionnaire Harley qui va la vendre, ce sera le concessionnaire Harley de Paris. D'accord. Donc, ce sera effectivement d'abord disponible. En tout cas pour l'Europe. Pour l'Europe. Après, probablement qu'aux États-Unis, ça va être en même temps, effectivement. Ouais. Donc, voilà, à voir ce que ça vaut. Ça a le look d'une Harley. Moi, je l'ai vu, j'ai pas testé, je l'ai vu. La ligne d'une Harley, soyons clairs, mais bon, il faut être sensible à ça déjà. Et puis, oui, c'est ça. Enfin, Seb avait envie d'en rajouter un truc ou non? Ouais, non, parce qu'il y a un point que souligne Bruno qui est vraiment vachement important, auquel j'avais pas fait attention sur une moto électrique, c'est que tu te fais plus chier avec le changement de vitesse. Non. C'est vrai que ça c'est un frein, si je puis dire. Quand t'as pas la côté le frein. Oui, je sais. C'est pour ça que c'est que voilà, ça simplifie forcément la conduite de celui qui n'a pas l'habitude de rouler à la moto et qui n'a jamais appris à rouler à moto. Ça me semble assez évident. On est plus proche, comme on le disait, du scooter, en tout cas dans la conduite, que de la bonne vieille Harley avec voilà, c'est. On est plus proche d'un scooter au point de vue utilisation, pas de la conduite. Ça reste une moto. Oui, parce que c'est des grosses roues. Avec tous les dangers d'une moto. Donc, voilà. Il faut faire attention à ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont le permis, par exemple 125, et qui se disent, voilà, je vais maintenant acheter une moto et rouler. C'est les premiers à avoir un accident au premier virage. Parce que c'est un art de conduire une moto, contrairement à conduire une voiture où on est sécurisé. Une moto, c'est très, très physique, finalement. Oui, la voiture, c'est de plus en plus standardisé. Toutes les voitures, maintenant, se comportent plus ou moins toutes de la même manière. T'as pas besoin d'équilibre, en fait, en voiture. En voiture, t'as moins besoin d'équilibre. Enfin, ça dépend. Ça dépend ce que tu fais dans la voiture. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ceux qui ont roulé avec des ancêtres, une voiture n'était pas une autre il y a une quarantaine ou une cinquantaine d'années. Aujourd'hui, toutes les voitures se ressemblent. Vous pouvez prendre n'importe qui sait conduire, vous le mettez dans une voiture, il va s'en sortir. Avant, c'était beaucoup moins le cas. Les motos, aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose. On ne peut pas prendre un motard, quelqu'un qui roule à scooter, le mettre sur une moto, ça va peut-être pas le faire. Soyons clairs. C'est même un petit peu dangereux, sans doute. On verra bien ce que ça va donner. Hein, c'est intéressant. C'est intéressant quand même de voir comment ça va évoluer, parce que ça peut être aussi un indicateur, parce que des grandes marques mythiques, entre guillemets, qui ont besoin de faire la conversion à un moment donné, ou qui vont avoir besoin, en tout cas, d'y toucher à un moment donné. Il va y en avoir d'autres, que ce soit dans le domaine de l'automobile ou de la moto ou du camion ou de tous les véhicules électriques de manière générale. Donc ça peut être un indicateur aussi de voir comment il faut faire, enfin ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire éventuellement. On verra bien. Hein. M comme Molotov, et là on va s'adresser plus spécifiquement à nos auditeurs français, puisque Molotov n'est toujours pas disponible, ou alors il faut bidouiller, hein, Sébastien s'y entend. En Belgique, Molotov n'est officiellement pas disponible, hein, on va dire ça comme ça, hein, Sébastien. Oui. Une information qui concerne Molotov, TF1 qui bloque Chromecast sur Molotov, c'est Bruno qui nous en parle, je pense. C'est moi. Donc il y a une application qui est censée concurrencer Netflix qui va avoir le jour dans les prochains mois, qui s'appelle Salto, mais en attendant que cette application soit disponible et qui ne permettra que d'avoir de la VOD, donc pas de live stream des chaînes. Et c'est justement ça que TF1 n'aime pas, c'est que Molotov permet en fait de streamer le direct des chaînes sur un poste de TV via Chromecast qui est intégré aussi souvent dans les télé Android de nos jours. Donc, ils ont décidé de bloquer cela et bloquer pas que TF1, mais toutes les chaînes du groupe, bien entendu. Donc, TF1, TMC, TFX, les TF1 séries, LCI, sur l'application Molotov. En sachant qu'eux-mêmes, ils ont une application, un MyTF1, si je ne m'abuse, qui permet de regarder le live stream, mais là non plus, on ne peut pas utiliser Chromecast. Donc, ils veulent vraiment
bloquer un petit peu ce domaine-là, ce qui est dommage au jour où on se dit que voilà, c'est quand même, si tu es en France, parce que si tu as Molotov, c'est forcément par moyen légal, tu es en France, donc tu as le droit de regarder la TV normalement. Ouais. Et ben là, tu n'as plus le droit de streamer ta TV, en fait, ton PC. Leur problème, c'est la taille de l'écran. En fait, ce qu'ils veulent privilégier, c'est leur rapport avec les câbles opérateurs historiques, sans doute également. Donc, ils n'ont pas envie qu'un acteur supplémentaire vienne dire, bah oui, moi aussi, je suis capable de projeter cette image dans la télévision familiale, etc. Ils préfèrent le laisser au niveau du smartphone ou de la tablette, quoi. C'est ça, hein, je dis pas de bêtises. C'est ça. C'est un peu pour avoir les audiences aussi, pour qui va gérer la publicité. Tout est toujours tourné vers l'argent. Donc c'est ces chiffres-là qui seraient complètement faussés par un visionnage via Chromecast. Donc voilà, avant de bloquer, moi je trouve que ça serait quand même intéressant qu'ils développent leur système ou qu'ils permettent de faire cela via leur système et en l'occurrence donc avoir aussi leurs chiffres. Donc voilà. Après c'est franco-français comme problème. Nous étant dehors de chaque pays ayant son historique, son mode de télédistribution, etc. Chaque pays a ses problèmes. On pourrait vous parler des problèmes, du système belge, pas nécessairement des problèmes, mais de ce qui se passe chez nous en Belgique, c'est encore tout différent. L'historique est différent également. Je vois quand Seb fronce les sourcils comme ça, hein, et c'est qu'il a envie de dire un truc. Et donc, c'est mon rôle de lui donner la parole. Non, mais j'ai une question con, parce que je comprends pas pourquoi il bloque non plus. Tu dis c'est une question de taille d'écran, mais pourtant Molotov il fonctionne très bien sur une Shield, et sur tout ce qui est box Android. Donc là, c'est supporté officiellement. Ouais. Est-ce qu'ils vont bloquer là aussi? Je ne sais pas. Franchement, je comprends mal aussi cette problématique-là. Parce que ça fonctionne sur PC aussi, tu vois. Oui, ça fonctionne sur PC, ça fonctionne. Est-ce qu'il n'y a pas une application à Apple TV également de Molotov, où j'ai une bêtise Celle-là, je ne connais pas, mais enfin, voilà. Donc, c'est le grand écran, ils y sont d'office. C'est ça que tu essayes de dire, en fait. Hein. Oui, c'est stupide. Ouais, si c'est ça, c'est stupide. Ouais. Je ne connais pas suffisamment les spécificités des applications et de la manière dont Molotov fonctionne, mais à mon sens, si TF1 se rebiffe, entre guillemets, c'est pour garder ses privilèges par rapport à la télé, le meuble dont on parle ici, par rapport à d'autres supports que sont les smartphones et les tablettes, et les PC de manière plus basique aussi. Ouais. Parce que si tu prends le cas en Belgique, tu as Proximus qui effectivement a une application pour regarder la télé sur son smartphone, mais qui, alors, c'est une supputation, hein, mais qui a supprimé aussi l'option Chromecast de son application, et en même temps ne supporte pas des périphériques comme la Shield. Là, ça a plus ou moins son sens, parce qu'eux continuent à vendre des décodeurs en même temps. C'est pour ça que je disais, c'est sans doute pour privilégier les opérateurs classiques. Mais, mais Proximus, sur son propre réseau, vend ou loue ses décodeurs. Ouais. Donc à la limite, tu peux encore plus ou moins comprendre qu'ils préfèrent leur réseau. Mais en France, TF1, ils n'ont pas cette historique. Donc ça a beaucoup moins de sens pour nous, Belges, en tout cas. Ouais. Peut-être qu'un Français peut nous expliquer. Et c'est exactement ce que j'allais dire. Si l'un d'entre vous qui nous écoutez utilise peut-être Molotov aussi, hein, pratique, peut nous expliquer le pourquoi du comment du parce que de cette information qui... Enfin, parce que TF1 empêche Molotov, mais en même temps, est-ce qu'ils ont la possibilité d'empêcher Molotov de faire une chose par rapport à M6, par exemple, qui n'a rien dit jusqu'à présent, ou France Télévisions, qui manifestement, pour qui manifestement, ça ne pose pas de problème. Enfin voilà, c'est tout ça qui nous est un petit peu nébuleux. Hein, on avoue notre méconnaissance du bidule. Donc n'hésitez pas à nous le faire savoir et à nous donner vos informations et votre sentiment par rapport à cette info. Voilà. S comme Scratch. Ça, c'est bizarre, tiens. Scratch 3.0 va débarquer sur vos écrans. De quoi s'agit-il? J'ai envie de dire. Ah, sérieux? La Scratch, c'est un truc dont on a déjà pas mal parlé, Xavier et moi, ici, parce qu'on est des grands fans. C'est un truc pour vos gosses, apprendre à programmer. Donc, en fait, vous prenez des petits blocs
qui dit tourne à gauche ou pendant 5 fois ou pendant qu'il me regarde. Enfin, voilà. Ouais. Tu as toute une série d'actions et de tests que tu peux rajouter, de boucles. Et donc tu assembles ces blocs, tu prends des sprites, donc des petites images, et tu en fais des animations, des jeux, des trucs interactifs, des histoires, tu fais tout ce que tu veux. Donc c'est vraiment orienté pour les enfants, pour faire leur petit jeu ou leur petit truc interactif. Et qu'est-ce que ça apprend derrière ces blocs? Ça apprend la structure des langages de programmation. Donc c'est vraiment le principe d'apprendre à programmer tout en utilisant juste ces petits doigts boudinés sur une tablette ou une souris sur PC, parce que ça existe sur un peu tous les OS. On avait parlé de trucs semblables, et je pense que c'était Scratch aussi d'ailleurs, par rapport au petit robot de Benoît il y a très longtemps. C'est le même genre. C'est du Blocky, ouais. C'est ça, parce que Google a fait une interface en JavaScript pour faire la même chose qu'avec Scratch, et que tu peux intégrer, que tu retrouves d'ailleurs dans des suites libres comme Domotix. Et donc là, ils vont utiliser les outils de Google pour pouvoir faire ce type d'interaction assez facilement pour des non-programmeurs. Donc c'était pas que pour les gosses, mais c'est Scratch qui en est la source, et ça a été récupéré pour d'autres utilisations. Donc c'est vraiment un truc très important pour le libre en tout cas, et pour les gosses. Et en fait, donc cette version 3 arrive avec une série de nouveautés. Il y a plein de nouveaux blocs de contrôle, donc plein de nouvelles actions possibles. L'interface est un peu plus sympa, donc il y a plein de trucs. Voilà, on va se dire, c'est une évolution, c'est une nouvelle grosse version, mais il y a un truc qui est plus important que les autres dans les nouvelles extensions, c'est que maintenant tu peux contrôler du matériel avec. D'accord. Donc voilà, maintenant on laisse Scratch pouvoir faire d'autres choses que juste sur l'écran. On peut commencer à aller contrôler ce qu'il y a autour du PC, ce qui est assez logique avec la domotique actuelle. C'est ça, voilà, on explique aux gosses, eh bien, tu appuies sur tel bouton, tu vas allumer telle ampoule ou que sais-je, tout ce que tu vas pouvoir y connecter. Je trouve ça assez génial de proposer ça. Appréhender les bases de la programmation. Enfin, déjà, pour un enfant, je pense qui fait ses premiers pas, entre guillemets, le simple fait, on m'avait expliqué ça, de poser ces fameuses petites briques, hein, les unes derrière les autres, et puis de cliquer sur play en quelque sorte, hein, de run en basique. Déjà rien que ça, pour un enfant, c'est un pas énorme vers la programmation informatique, parce que ça lui explique que voilà ce qu'est un programme en fait. C'est quelque chose que l'on crée, et puis après, quand on a fini de créer, on l'exécute. Voilà, c'est ça. Et puis après, il y a évidemment... Et ça donne un résultat. Et ça donne un résultat, et puis il y a tout ce qui va avec, c'est-à-dire les conditions, etc., qui permettent de faire avancer le truc. C'est génial. Voilà. Mais même pour les adultes, hein, enfin, pour quelqu'un qui n'a jamais touché à l'informatique de sa vie et qui a envie il y a un côté ludique dans l'approche, dans l'interface, etc., qui fait que on peut en faire un jeu, quoi. On pourrait facilement. Il y a plein de gens qui ont fait des jeux avec ça. Oui. Il y a plein de trucs. Donc voilà. Allez voir dans l'article, il y a plein de liens. Il y a un mec qui a fait un genre de Minecraft. Il y a des jeux d'arcade. Il y a plein de trucs. Chouette, Scratch 3.0. On mettra, évidemment, comme on le fait chaque fois, hein, le lien en regard de cette news en description de la vidéo ou sur le podcast. Oui. Ouais, sinon, c'est simple, c'est scratch.mit.edu. Voilà, comme ça, c'est encore plus simple, voilà. Mais on mettra le lien quand même, hein, parce que voilà. Hein, en courant, c'est pas facile de noter, hein, parce que et à poil non plus. Et à poil dans sa baignoire, c'est pas évident, c'est pas évident non plus, c'est clair. S comme sombre. c'est chaque fois, moi, quand on me met des mots comme ça me voilà, c'est banane. S comme sombre. Le thème sombre arrive enfin pour Chrome. Ah, ça c'est une information qu'on attendait avec une certaine impatience. J'ai presque envie de dire, mais ça a quand même son importance. Comment ça, tu t'en fous? J'ai l'air de m'en foutre. Je sais pas. Eh ben, tu t'en fous, mais pour moi, c'est important. D'accord, mais je t'en prie. Il faut respecter les croyances. Mais je t'en prie. De tout le monde. Oui. Bah, pour moi, c'est important. Ouais. Le noir est important, parce que le noir apaise mes yeux. Voilà. Le noir est reposant. Est-ce que ça fait faire des économies d'énergie aussi, ou non? Voilà. De quoi parlons-nous? Eh ben ça, le noir,
Le noir. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que c'est le mode sombre, Maintenant, ce sera supporté nativement dans Chrome, monsieur. T'imagines la révolution? Donc, mais voilà, c'est l'été déjà sur macOS X. Ouais. C'était la seule plateforme sur laquelle il y avait du Chrome en noir. Ouais. Et maintenant, on a aussi droit à Windows. Bon, par contre, les autres, on peut mourir. Sous Linux, c'est mort. Ça, c'est foutu. Mais pour ça, ils disent, vous avez qu'à utiliser le thème sur le dark theme. Merde, je reviens plus sur le truc de CSS qu'on utilise tous. Ouais, ouais. Où tu modifies la CSS, il faut chaque fois le faire à la main, c'est un peu chiant. Quoi. Non, il y a plein de gens qui ont des thèmes là-dessus, c'est user style. Ah, oui, et il y a plein de moyens de les taper sur tous les sites. Dans mon Firefox, j'ai une stylish, voilà. C'est ça, oui. Ouais. Stylish, et dans mon Firefox, par exemple, mon Facebook est en noir, mon machin, mon Google est en noir, tout est en noir, même si c'est pas officiel sur Facebook. Ouais. Mais ça m'évite effectivement un grand coup dans les yeux quand il fait noir et que tu switches sur le tab avec Facebook et tu prends un grand truc blanc dans la gueule. Surtout comme je suis à peu près certain que quand tu programmes, tu es dans une interface qui est sombre aussi, j'imagine. Dans une pièce qui est sombre et dans une interface sombre, ça, tout est sombre. Oui, c'est ça. Sauf que si en un coup tu prends un écran blanc, là. Bah oui, c'est ça. Donc du coup, ça, oui, ça pique, tu vois. Ça pique les yeux. Et puis après, quand on revient dans le sombre, on a que des taches blanches dans les yeux, et il nous faut quelques secondes pour. On est brûlé. Oui, on est brûlé. Dans les fenêtres Windows brûlées dans les rétines. Windows? Quelle fenêtre Windows? Toutes. Non, mais on rigole, mais c'est vrai que si on le fait, c'est qu'il y a un intérêt. Il y a un intérêt, effectivement, pour les yeux et pour la fatigue et pour cette problématique d'écran. Parce qu'il y a plein de gens qui l'utilisent au lit. Alors évidemment, au lit, le PC avec Chrome, c'est difficile, mais c'est devenu la mode, effectivement, sur toutes les applications. Facebook prépare un mode sombre. Donc, YouTube, il y en a un. Mais Facebook en prépare un aussi. Ouais. Android Message en a un. Il y a plein de... Voilà, c'est en train d'arriver, effectivement. Donc, on peut revenir sur le côté sombre de Facebook. On le connaît déjà. Hein. Mais on reste en boucle sur le truc. C'est terrible. Tu dirais qu'il y a un Chinois parmi les développeurs et c'est terminé. Quoi. Bon, ben voilà. Maintenant, on le sait. Sur Windows 10, c'est possible aussi maintenant avec Google Chrome d'avoir le mode sombre. Ceux qui l'attendaient avec impatience, bah voilà, sachez-le. C'est pas encore dispo, c'est pour bientôt. Ah, c'est pour bientôt. Donc, pour le moment, c'est juste dans Chrome Canary, mais là, il est annoncé. Pardon. Il va arriver. Je frappe sur le micro, je ne sais pas si ça s'entend. Oui, là, je vais être sourd avant la fin de ce podcast, il n'y a pas de souci. C'est que Thunderbird, on va parler du client Thunderbird, c'est le client mail hein, du monde du libre, qui engage 6 nouveaux collaborateurs, alors qu'il y a 2 ans, on annonçait la fin de Thunderbird. Et donc là, il y a une espèce de renouveau, de renaissance, non? Ouais, c'est ça. Alors, plus de 2 ans, tu vois, le temps passe beaucoup plus vite, c'était en 2015. 4 ans. Oui, c'est même 4 ans. Ça, c'est rien. Ouais. Et alors, donc, c'est vrai, aujourd'hui, je ne fais que du libre, c'est comme ça, c'est la nouvelle année. Oui. Et donc, je voyais que ça parlait de Thunderbird, j'aime bien Thunderbird, je ne pouvais pas m'en passer. Et ce n'est pas noir, même s'il y a des thèmes noirs pour Thunderbird, je vous rassure, qui fonctionnent très très bien. Okay. Donc, il y avait très peu, en 2015, donc Mozilla a annoncé, nous, on abandonne parce qu'il y a plein d'autres trucs, et donc on laisse le truc en libre, mais on supporte le projet. Hein, grosso modo, on l'héberge, mais plus ou moins, sinon on le laisse crever. Donc, il y a une équipe derrière qui s'est mise en place et qui est maintenant au nombre de 8 personnes à full-time à bosser dessus. 8 personnes full-time pour un des clients mail qui est le plus utilisé au monde, c'est quand même pas beaucoup. Hein, c'est vraiment une toute petite équipe et un tout petit budget. Et il y en a 6 qui s'y rajoutent. Donc, on passe à 14 gars. Donc, ça, c'est pas mal. Et la roadmap pour 2019 est très intéressante parce que ça fait depuis 2015, je pense qu'on a quasi toujours le même layout. Maintenant, à l'époque, c'était mitigé question stabilité. Hein, c'était pas super rapide, c'était pas super stable. Maintenant, le truc est relativement stable. Pour ceux qui s'en rappellent, on était quand même plus proche d'Outlook Express que tu vois. C'est pas vrai. Ah, quand même, quoi. Si. C'est pas vrai, il y a beaucoup plus de fonctionnalités qu'en Outlook Express. Ouais. Et t'as des milliers d'extensions, t'as milliers de trucs, t'as tout ce que tu veux.
Et donc, effectivement, maintenant, cette année-ci, ça va être majoritairement au niveau de l'interface qu'ils vont travailler, parce qu'ils disent, bon, l'interface, c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes et on n'a pas fait grand-chose cette année. Donc, c'est une bonne nouvelle. On va travailler sur une interface un petit peu plus clean et un petit peu plus voilà, utilisable pour cette année. C'est une bonne nouvelle, quoi. Oui, bien sûr, évidemment. J'avais aperçu ça aussi. J'avais entendu parler de Thunderbird avec il y a même quelques pistes, quelques idées de développement. Je ne sais plus lesquelles exactement, mais en tout cas, il y avait une idée de faire avancer un peu le truc. Donc, tant mieux. Très sincèrement, c'est clairement. Il vaut mieux un bon Thunderbird installé sur sa machine que de passer par Gmail et l'interface webmail de Gmail, par exemple. Je pense qu'il y a plus de fonctionnalités. Et là aussi, c'est un de leurs problèmes, c'est qu'aujourd'hui, leur interface avec Gmail, parce qu'ils peuvent aller chercher les mails sur Gmail, etc., est limitée. Ils ne supportent pas les labels ou des trucs comme ça. Ils disent, vous inquiétez pas, on a entendu, cette année-ci, tout ça, on va le supporter. Voilà. Donc, c'est assez positif. Et pour en revenir, si tu veux, à la comparaison, Outlook, on a eu des problèmes en décembre ici, où il y a certainement, ils ont fait une petite mise à jour sympathique, nos amis chez Microsoft, et en un coup, quand tu voulais simplement créer un compte IMAP, sur une machine, c'était juste plus possible de pouvoir spécifier tes serveurs toi-même. Donc, comme ils détectaient pas le truc, que c'est des comptes entreprises, tu devais aller dans la base de registre, ajouter une clé pour pouvoir dire non, je veux revenir à l'ancien Wizard parce que les gars, je veux créer mon compte IMAP et je ne suis pas juste chez Microsoft. Donc, bon. Moi, j'étais encore plus méchant que ça, je parlais d'Outlook Express. Hein. Tu vois, le truc qui était installé d'office sur la machine. Plus méchant. Encore beaucoup mais je trouve que le dernier Outlook, voilà. Il est moche. Oui, mais on sait faire beaucoup de choses quand on connaît bien Outlook. Enfin, moi, je connais des gens qui connaissent bien Outlook et qui s'en servent manifestement assez bien. Mais ça va envoyer des mails, quoi. Mais oui, ça, ils savent faire. Mais non, mais est-ce qu'ils savent les imprimer? Ça, oui. Ce sont les mêmes personnes qui les impriment. Ce sont les mêmes, exactement. On les connaît. Donc, c'est marrant, hein. Je pense qu'on connaît les mêmes personnes, en fait, mais elles s'appellent autrement, mais c'est les mêmes. Bon, allez, on passe à la suite. Ce numéro n'en finit pas. Je sais pas combien de lettres ils ont mis dans la conduite. Parce que 33. J'ai pas vu, j'ai pas de regard sur la conduite. C'est pour ça que je suis un petit peu à la ramasse pour cet épisode. N'ayez crainte, ça va aller. T'es comme Twitter. Et si on déclanchait l'apocalypse, qui a eu cette idée folle? C'est la question que je pose à mes petits camarades. Ah bah, c'est pas moi, mais c'est quand même assez étonnant. Ouais. Et donc, c'est l'US Stratcom, donc United States Strategic Command. Donc les mecs, c'est pas des rigolos, hein, c'est les mecs qui répondent au président pour appuyer sur le bouton nucléaire. Donc ils attendent le coup de fil avec le code de la mallette. Ouais. Donc tu vois que c'est pas des comiques à la base, hein. Et les mecs, ils ont un compte Twitter, hein, parce que aussi ils s'emmerdent aussi parce qu'ils appuient pas tous les jours sur le bouton, tu vois. Ils attendent. Tu vois. Donc ils passent leur temps sur Twitter et parce que leur président est sur Twitter. Donc ils se disent, on ne sait jamais que le mec un jour il nous dise sur Twitter qu'il faut faire. Oui, c'est ça. Le voisin, donc il regarde Twitter. Et là, ils se sont dit, bah tiens, on s'embête, c'est le nouvel an. Ils disent, alors je traduis, mais c'est pas tout à fait littéral, ça vaut la peine de voir leur tweet. Il dit, la tradition sur Times Square, c'est de faire péter une grosse boule. Bah, si vous avez besoin, nous on est prêt aussi à lancer quelque chose de beaucoup, beaucoup plus gros. Besoin de l'humour, hein. Il n'y a pas de smiley, il n'y a rien. Hein, tu vois, les types qui s'emmerdent, c'est qui se disent « Oh, on va la faire péter, là, c'est bon. » Non, ce que je trouve... On y va. Oui, c'est ça. Alors, ce que j'adore, c'est que c'est l'illustration qu'ils ont choisie pour l'article que tu nous as sorti. C'est Docteur Folamour. C'est un film qu'il faut revoir. Hein. C'est fabuleux. Et c'est tout à fait ça, en fait. Hein. C'est allons-y. Allez, on s'emmerde pour le nouvel an. Qu'est-ce qu'on fait péter? Oui, c'est ça. Je pense qu'il est temps de se poser quelques questions. Hein. Oui. Il faut enlever le bouton à ces gens-là. Oui, en même temps, le rendre à un ordinateur, on a vu dans d'autres films que c'était pas top non plus. Donc, le mieux, c'est de supprimer la bombe. Je pense que c'est ça qui tu vas me dire, la faire sauter, c'est la supprimer dans un certain sens. Mais on peut le faire proprement aussi. On les envoie sur la face cachée.
Oui. Il va se cacher. Il y a personne. Ah si, zut, il y a quelqu'un. Ah, c'est dommage. Il y a déjà quelqu'un. Ça, c'est vraiment ballot. Tu vois, dans l'espace, ça pourrait être génial. Ça. Ouais. Enfin bon, voilà, un truc super rassurant quand on parle de nouvelles technologies et de communication sur les internets. C'est le genre de choses qui n'est pas fait pour rassurer Madame Tout le Monde, ou Monsieur Tout le Monde. Non, il manquait plus qu'une réponse de Poutine qui disait allez, chiche. Top là. Même pas cap. Non, c'est juste affolant. C'est juste affolant. Ah, ça, je sais ce que ça veut dire. On était à la lettre W. W comme oui mais non. Et oui mais non, c'est souvent la lettre qui termine, enfin le mot qui termine un épisode des Technos, le 195e en ce qui nous concerne aujourd'hui. On va parler de Digital Shaman qui veut remplacer nos êtres chers, mais pas par n'importe quoi. C'est Bruno, je pense, qui nous en parle. C'est moi. Oui. Donc oui, la news sur Twitter de Sébastien aurait mérité d'être à oui mais non, mais il en avait déjà une donc de news là-dedans. Donc là, on les a mis quand même côte à côte. Donc effectivement, Digital Shaman, c'est un projet japonais. Vous allez voir la suite, c'est normal que ça soit japonais. Donc ils veulent remplacer des personnes défuntes par des robots qui ont en fait, où ils vont imprimer le visage en 3D et le mettre à la place de la tête du robot. Pas glauque du tout. Un petit peu morbide pour l'instant. Après, c'est une idée. C'est une idée, pourquoi pas, de ne pas perdre son être cher, du moment que, si à un certain moment on pourra récupérer son intelligence, sa façon de parler, de communiquer, pourquoi pas. On va continuer à vivre pour ses proches, en tout cas, pas pour soi-même, mais pour l'instant. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est prolonger sa vie pour ses proches et on va moins pleurer ces êtres chers qui sont partis, surtout en cette fin d'année où tout le monde déprime, où le taux de suicide augmente. Oui, enfin, c'est super. On va peut-être pas plomber l'ambiance, même si on est arrivé à la fin de l'épisode. Allez, début d'année, on y va. Youpi, tralala. Mais bon, en même temps, est-ce que c'est ce qu'on peut appeler du transhumanisme et là, je me tourne vers Sébastien qui s'était un peu spécialisé sur la question il y a quelques temps dans ce podcast. Est-ce que c'est d'abord, est-ce que c'est la volonté du défunt, ou c'est l'une de ses volontés, celle de subsister entre guillemets sous cette forme-là, ou pas? C'est un sujet grave d'une certaine manière parce que là c'est drôle parce qu'on prend le côté japonais qui sort un robot en imprimant une tête. Mais sur le fond, c'est difficile. Est-ce que tu peux remplacer la douleur d'avoir perdu quelqu'un par une marionnette qui bouge avec deux pistons? Je pense que là, tu rends pas spécialement service à l'humanité. Est-ce que tu peux effectivement récupérer la conscience de la personne? Alors, je parle pas d'un côté conscience spirituelle, parce que je suis athée jusqu'au dernier poil. Mais son histoire, c'est ça qui est le plus stressant, je veux dire, quand tu perds quelqu'un, c'est que tu perds cette relation avec lui pour pouvoir te rappeler des histoires avec cette personne. Donc, tu dis qu'est-ce qui s'est passé quand quand j'ai perdu ma première dent, et là, il peut te raconter l'histoire. Et là, tu peux effectivement aller vers une question de transhumanisme, parce que tu vas récupérer cette histoire. Aujourd'hui, les seules choses qu'on peut avoir, c'est le côté visuel, le côté vocal, parce qu'on peut récupérer une empreinte vocale assez facilement, et même sur base de certaines vidéos, récupérer la personne qui bouge et qui va parler de la même manière. Mais tu n'as pas l'histoire de la personne. Tant que tu n'as pas ce background, ok, on parle. Il y a des gens qui seraient très satisfaits d'avoir ça pour répondre. S'ils ont un OK Google qui répond avec la tête de quelqu'un qu'ils appréciaient. Mais même sans aller jusqu'à l'aspect... Là, ce qui est un peu choquant, c'est une opinion, c'est l'aspect physique. Alors évidemment, ils ont fait une image aussi un peu bizarre. Ça tourne un peu à la farce, et on l'a pris aussi un peu comme ça, il faut le reconnaître d'entrée de jeu. Mais c'est vrai que si on réfléchit un tout petit peu, le simple fait d'avoir dans une base de données intelligente, on a envie de dire, des paramètres qui font que ce proche qui a disparu, je suis sûr qu'il aurait une bonne réponse à me donner sur telle ou telle question.
et que cette base de données ou cette intelligence artificielle soit paramétrée de sorte qu'elle va donner avec une forte probabilité de réponse qui soit cohérente et cohérente avec ce que la personne était, on pourrait l'imaginer même sur du court terme. Hein, technologiquement, c'est pas totalement dénué de sens. C'est pas totalement impossible. Mais après, il faut voir la différence de civilisation aussi. Nous, en tant qu'Européens, on trouve ça choquant. On ne réfléchit pas comme un Japonais, comme on ne réfléchit pas comme un Mexicain. C'est les Mexicains qui ressortent leurs morts une fois par an. Et nous, tu vas au cimetière, tu ressors ton mort de l'année passée, tu l'habilles et tu promènes dans la rue. Je pense que la police, ça arrive assez vite. Ça, ou les chiens huirs. Ou dans d'autres civilisations, on laisse le corps à l'étage sur une chaise le temps de. Donc peut-être que ça peut aider les Japonais à vivre leur deuil. Des Européens, j'y crois pas trop. Oui, ça va être culturel. Ouais. C'est ce que j'allais dire en guise de conclusion. Ça va être certainement très culturel. Maintenant, voilà, c'est bizarre. Je reste sur le titre concept bizarre, effectivement, concept bizarre pour terminer cet épisode un peu. C'est un peu bizarre. Pour bien commencer l'année, youpi. Ça va bien, tout va bien. Oui, c'est ça. De ce premier épisode donc de l'année 2019, je suppose qu'il y en aura bien d'autres hein, à venir. Merci Sébastien, merci Bruno. N'hésitez pas, évidemment, toujours les pouces levés sur YouTube, les petites étoiles sur les applications de podcasting et vos commentaires sont évidemment toujours les bienvenus également. N'hésitez pas un seul instant, on se dit à très bientôt. Il n'y aura pas de bonus cette semaine, il y en aura peut-être un hors-série dans les jours qui viennent, pas dit, pas sûr, enfin on verra. Quoi qu'il en soit, dans le pire des cas, la semaine prochaine pour le 196e épisode des Techno. À très bientôt, au revoir. J'ai dit au revoir.